tai na la matinale Fiston Muhindo. Bonjour, nous sommes très contents d'être avec vous. C'est jeudi 8 juin 2023. C'est le temps aussi de vous partager l'actualité au niveau local, national et international. Ici, commençons par le pape qui subit une troisième intervention chirurgicale. Parlons-en ce matin, c'est François qui devrait être opéré hier mercredi en début d'après-midi. Il s'agit d'une intervention chirurgicale sous anesthésie générale, a précisé le directeur de la salle de presse du Saint-Siège, Matteo Bruni. D'après la même source, l'opération consiste à une incision de l'abdomen et la pose d'une prothèse. L'objectif, souligne le Vatican, est d'inviter tout risque d'occlusion intestinale. L'opération concertée ces derniers jours par l'équipe médicale qui assiste le Saint-Père est devenue nécessaire en raison d'une laparocelle, une hernie abdominale qui provoque des syndromes subocclusifs récurrents, douloureux et qui s'aggravent, précise M. Bruni. L'hospitalisation de l'évêque de Rome durera plusieurs jours afin de permettre une évolution post-opératoire normale et une récupération fonctionnelle complète. Le Saint-Père a ainsi rejoint l'hôpital Agostino Gemelli à la fin de l'audience générale qu'il venait de présider à la place Saint-Père, où il a déposé une rose blanche devant les reliquaires de Sainte Thérèse. C'est 150e anniversaire de sa naissance. Demandons à la Sainte Thérèse de l'Enfant de Jésus, patronne des missions, la grâce d'aimer Jésus comme elle l'a aimé, de lui offrir nos épreuves et nos peines comme elle l'a fait afin qu'il soit connu et aimé de tous, a-t-il recommandé au monde sur Twitter. Déjà à la fin du mois de mars 2023, il avait été hospitalisé pour une bronchite infectieuse. En juillet 2021, le pape François avait passé 10 jours dans ce même hôpital Gemelli pour une lourde opération du côlon. Voilà ce qu'on peut juste vous donner tout juste au début de cette antenne. Alors nous parlons politique et diplomatie dans cette antenne. C'est l'Espagne qui espère que le Rwanda va immédiatement cesser d'appuyer le M23. C'est selon l'ambassadeur. Ici, c'est le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant Jean-Pierre Bemba Gombo qui a reçu le 6 juin 2023 dans son cabinet de travail Carlos Robles Fraga, ambassadeur d'Espagne accrédité en République démocratique du Congo. À l'issue de l'entretien, le diplomate espagnol a fait savoir que le Rwanda doit cesser immédiatement son soutien au M23 et qu'il faille avancer sérieusement dans le respect de la souveraineté de la RDC et des accords sur le futur du M23. Pour nous, la stabilité et l'intégrité territoriale de la RDC sont des éléments essentiels de notre relation avec la RDC. Nous pensons qu'il faut avancer sérieusement dans le respect de la souveraineté de la RDC. Appuyons les efforts de plusieurs pays dans ce sens et nous espérons que l'appui du Rwanda au M23 cesse immédiatement. Aussi, nous espérons qu'il y ait évolution et respect des accords sur les futurs du M23, son cantonnement, a-t-il déclaré à la presse. Pour rappel, le chef et les délégations de 12 pays membres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs CIRGL ont notamment appelé le M23 de se retirer des zones occupées pour un pré-cantonnement à Rumangabo, puis le cantonnement au Maniema avant leur intégration au PDDR. CS. Également ici, ça fait objet de l'actualité dans la République démocratique du Congo. C'est par rapport à l'arrestation de Salomon Kalonda. Ici, on parle de contradictions dans les camps Katumbi. Voilà ce que titre ce matin les médias en ligne, mediacongo.net. C'est la stratégie est bien ficelée dans les camps Katumbi dans l'affaire arrestation de Salomon Kalonda pour notamment détention illégale d'armes à feu. Le but est de
de chercher les voies et moyens de dérouter l'opinion sur les faits pourtant véritables et vérifiables. Peu après l'arrestation à l'aéroport de Njili de ses proches du président de Ensemble pour la République, il a été avancé que la thèse des pistolets est une évasion des MIAP, argument soutenu à bras le corps par les katumbistes. Curieusement, et quelques jours seulement après, c'est Matata Ponyo, membre de l'opposition, qui revient pour dire que le pistolet appartenait à son garde et que l'arme serait même perdue depuis le 25 mai dernier. Contradiction ou diversion, la manie est connue de tous, sauf que le moment choisi pour lancer les ballons d'essai n'est pas propice. Il pleut déjà sur Salomon Kalonda, bientôt invité devant la barre pour démontrer la fausseté des accusations mises à sa charge par les services de renseignement militaire. L'on se rappellera que dans ces investigations, la DEMIAP aurait mis la main sur les conversations téléphoniques entre Idi Kalonda et les seigneurs de guerre qui écument la partie est de la RDC, c'est-à-dire les M23. Des faits assimilables à une haute trahison. La grande question ici est de savoir si les conseillers spéciaux de Moïse Katumbi, pris dans son propre piège, aura s'en sortir. Voilà comment finit cet article nous proposé par les médias en ligne mediacongo.net. Alors revenons sur Matata Ponyo. Il a dit ceci: les pistolets Jericho attribués faussement à Salomon Kalonda appartenaient plutôt à son garde. Voilà ce qu'écrit les médias en ligne 7sur7.cd. Essayons de parler de ça ici dans cette antenne, alors que le renseignement militaire, c'est-à-dire DEMIAP, l'accuse entre autres de détention illégale d'armes. Le conseiller spécial de l'opposant Moïse Katumbi, Salomon Kalonda, vient de recevoir un appui de taille, celui de l'ancien premier ministre, lui, Matata Ponyo. Selon ce dernier qui a communiqué via son compte Twitter, c'était les mercredis, donc hier 7 juin 2023, l'armée que la DEMIAP attribue aux collaborateurs de Katumbi appartient à son garde du corps qu'il avait acquis légalement. Voilà ce qu'a dit Matata Ponyo. Il a dit encore ceci: les pistolets Jericho attribués faussement à M. Kalonda Salomon, collaborateur de Moïse Katumbi, appartenaient plutôt à son garde du corps qui l'avait reçu à bonne et due forme à la police depuis que j'étais premier ministre. Cette arme a été perdue le 25 mai, le jour du sit-in, écrit l'ancien chef du gouvernement. Salomon Idi a été arrêté le 30 mai dernier à l'aéroport d'Njili à Kinshasa alors qu'il voulait embarquer dans un avion pour Lubumbashi. Les renseignements militaires l'accusent d'avoir incité les militaires à commettre des actes contraires au devoir et à la discipline, de détenir illégalement une arme et d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Toujours dans l'actualité, nous allons à Kinshasa et toujours là-bas, on dit des assaillants Mobondo ont coupé la tête d'un chef coutumier Teka à Maluku. Voilà, ça s'est passé à Maluku et ont tué son fils et sa belle-fille. Alors revenons aussi sur cette actualité. C'est une scène effroyable dans le groupement des Mbankana situé dans la commune de Maluku, à l'est de la ville, la province de Kinshasa. Les assaillants Mobondo ont fait irruption. C'était le mardi 6 juin 2023 dans les villages Pongwene. Ils ont tué, après leur passage, le chef coutumier Mona Mikemenku, décapité avant d'ôter la vie à son fils et à sa belle-fille à l'aide des armes blanches. Ces faits ont été rapportés à 7sur7.cd par une source locale. D'ailleurs, des photos partagées par ces médias en ligne, les 7sur7.cd. Alors, on dit ceci: je suis actuellement en Bakana, je suis témoin oculaire de cet événement. La situation est grave. Donc, hier à 9h, les assaillants appelés Mobondo ont attaqué les villages Pongwene, situé à 8 km de la route nationale numéro 1 dans le groupement des Mbankana.
Ils ont coupé la tête du chef et l'ont amené les corps jonchés sur la terre sans tête. Ils ont aussi tué le fils du chef et sa femme, a alerté Olivier Koumanda, l'un des témoins. Il a appelé le gouvernement à renforcer les mesures sécuritaires pour stopper ces tueries qui ciblent le peuple Teka. Si à Kamouf, les Mombondo réclamaient la redevance coutumière et à Maluku, quelle est leur motivation pour tuer des innocents? C'est écœurant. Nous sommes abandonnés à notre triste sort. Le gouvernement n'est dit mot. Nous demandons à la communauté nationale et internationale de venir à la rescousse du peuple Teka qui est minoritaire, a-t-il souligné. D'ailleurs, des photos toujours partagées par ces médias ligne 7sur7.cd. Et d'ajouter cette source, à Maluku, il y a pléthore de militaires. Malheureusement, ils ne font pas vraiment des patrouilles. Ils sont toujours là sur la route nationale numéro 1. Pourtant, ils devaient être dans les bases des Mobondo, qui ne sont pas sur la grande route. Les assaillants ont pris les villages Teka en otage. Ce ne sont pas seulement les Teka qui en souffrent, même les ressortissants des autres tribus qui vivent au plateau des Bateke en souffrent. La situation sécuritaire est précaire dans les régions périphériques de la ville de Kinshasa. À Maluku, par exemple, des miliciens Mobondo s'illustrent par des incursions répétitives dans certaines cités causant mort d'hommes. En réponse, le gouvernement a déployé les forces loyalistes pour y rétablir l'autorité de l'État. Opération Chouja en RDC, c'est depuis 2021, 508 TADEF ont été mis hors des combats, 50 capturés vivants. Voilà ce qu'a dit Yoweri Museveni. Ici, c'est le président ougandais Yoweri Museveni qui a prononcé son discours sur l'état de la nation. C'était hier, mercredi 7 juin 2023. Parmi les sujets évoqués, l'opération Chouja, une opération militaire conjointe menée depuis novembre 2021 par les armées congolaises et ougandaises contre les terroristes ADF dans l'est de la RDC. Selon les chefs de l'État ougandais, cette opération a mis hors de combat 508 éléments ADF et 50 ont été capturés vivants depuis le lancement de l'opération conjointe FRDC-UPDF. Un nom de code Opération Chouja en novembre 2021. Au total, on parle ici des 109 SMJ et 05 PKM, 03 RPG ont été récupérés. 508 combattants ADF ont été mis hors de combat et 50 capturés vivants. 90 enlevés, secourus et 20 transfuges reçus, a-t-il indiqué à mars 2023. Précise Museveni, l'UPDF a mis hors de combat 29 rebelles ADF dans les districts de Ntoronko et récupéré 9 SMJ. Ils avaient envahi l'Ouganda, puis le Congo, a-t-il souligné. Il a évoqué aussi la contribution de l'armée ougandaise dans la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, déployée dans l'Est de la République démocratique du Congo pour restaurer la paix. Il a dit ceci: le conclave des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est, EAC, tenu en avril 2022, a décidé de créer et de déployer la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est EACRF pour pacifier l'Est de la RDC. L'Ouganda a fourni un groupement tactique à la force régionale. Les récents déploiements de l'EACRF, complétés par les forces diplomatiques des États régionaux, permettra de relever les défis sécuritaires posés par les instabilités dans l'Est de la RDC, a-t-il ajouté. Il a aussi parlé des frontières de l'Ouganda qui restent sûres sur le plan national. Yoweri Museveni a indiqué que les frontières de l'Ouganda restent sûres à l'exception des effets des débordements occasionnés par les activités des groupes armés négatifs dans l'est de la RDC et au Soudan du Sud. Je tiens à assurer aux Ougandais et aux investisseurs que l'Ouganda est un pays sûr et pacifique. Les récents incidents isolés d'utilisation abusive d'armes
armes à feu et des meurtres d'innocents sont traités avec une réponse immédiate, a-t-il indiqué. Le président ougandais a rassuré que les mesures efficaces ont été prises pour renforcer la capacité des agences de sécurité à faire face aux menaces de sécurité émergentes et résoudre les problèmes de discipline du personnel de sécurité des forces de défense du peuple ougandais, UPDF, de la police ougandaise et des services pénitentiaires ougandais, améliorer l'infrastructure de sécurité pour détecter les crimes avant qu'ils ne se produisent et s'occuper du bien-être du personnel en uniforme de sécurité. Toujours dans le cadre de cette antenne, il faudra dire qu'en Ituri, le gouverneur militaire dit avoir déjà les noms des présumés auteurs des crimes internationaux commis déjà. Alors ici, c'est visiblement les auteurs des crimes, alors des différents crimes commis en Ituri qui ne resteront pas impunis. Le gouverneur militaire de cette province dit avoir déjà des noms des présumés auteurs de crimes relevant des juridictions nationale et internationale. Une révélation faite le mardi 6 juin 2023 lors de la cérémonie de remise du protocole d'accord co-signé à Aru dans les territoires portant le même nom par 4 groupes armés pour le retour de la paix sur l'ensemble de la province. Question pour vous les auditeurs. Salomon Eskadela, proche collaborateur de Moïse Katumbi, est accusé par les services de renseignement congolais d'être en connivence avec les rebelles du F-23. Déjà, des voix commencent à s'élever à Kinshasa pour demander le rejet de la candidature de l'ex-gouverneur de l'ex-Katanga, Moïse Katumbi, pour sa complicité présumée dans la guerre à l'est de la RDC. C'est à l'occurrence Steve Bikaï. Qu'en pensez-vous? Ici, nous lisons vos commentaires. Alors, c'est Jefani Mayolo qui dit ceci. Salomon Idi Eskadela, c'est un garçon de course de Moïse Katumbi qui, ce dernier, n'a jamais même condamné l'agression rwandaise sur une partie de la RDC. Il dit silence complice, que les services de renseignement et de la DEMIAP approfondissent les enquêtes pour révéler en grand jour les vrais complices du malheur des Congolais. Vive le Congo. Hodari Silusawa Chrysostome qui dit ceci, ce régime ira plus loin que Kabila dans les désordres. Vianney Makeuka qui dit ceci, il n'y a pas de fumée sans feu, vice versa, et mieux vaut prévenir que guérir. Même Katumbi doit être interpellé dans ces dossiers. David Bouchou qui dit ceci, ça c'est un coup monté contre ces jokers de l'opposition pour chercher à les écarter de la course électorale. Et cela risque de nous plonger dans une crise comme celle du Sénégal avec l'arrestation de Ousmane Sonko. Jacques Atakwiri qui dit ceci, oh mon pays, on va où avec ces genres de personnes qui sont dans l'union sacrée? Et si on vérifie où on peut mettre à l'écoute tous les téléphones du président et son union sacrée, le peuple établira le vrai collaborateur du M23 et non coller ça aux innocents pour faire plaire à Fachi. Vos échecs se voient et ne cherchez pas à les mettre sur le dos des gens car la suite n'est plus à votre faveur. Alors, ici, nous parlons du président Félix Tshisekedi qui réaffirme sa détermination à améliorer le climat des affaires. Parlons-en, c'est le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui réaffirme sa détermination à améliorer le climat des affaires. Il a fait savoir au terme de la cérémonie de présentation des résultats de la première enquête
du baromètre national du climat des affaires BNCA le mardi 6 juin à la Cité de l'Union africaine. Selon une dépêche de la cellule de communication de la présidence de la République, dont une copie est parvenue à 7sur7.cd, c'est mercredi, le climat des affaires en République démocratique du Congo est en cours d'amélioration. Le BNCA a donné un score de satisfaction de 37% à la République démocratique du Congo. Ce score constitue un motif de satisfaction pour le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a salué tout de même le travail abattu par le BNCA. Pour lui, tout agent public, politique comme administratif, à quelque niveau où se situe son action, doit être conscient qu'il est agent du climat des affaires. C'est dans cette optique qu'il exhorte chacun à jouer sa partition pour un environnement des affaires assaini et attractif en faveur de partenaires étrangers. Notons que les BNCA préconisent des réformes notamment sur la fiscalité et la parafiscalité, la sécurité juridique et judiciaire, l'environnement politique, la gestion des marchés publics, la qualité de l'administration et celle des infrastructures. Toujours pour finir cette partie, le CNSA qui demande à Félix Tshisekedi d'initier des consultations avec les leaders politiques et d'opinion. C'est le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral CNSA qui s'est réuni en session ordinaire hebdomadaire le mardi 6 juin dernier à Kinshasa sous la direction de son président Joseph Olengankoi Mukunji. Au cours de cette rencontre, plusieurs points ont été débattus, indique la communication finale du CNSA, notamment l'intolérance politique, la multiplication des discours haineux accompagnés des menaces d'atteinte à la vie, l'apparition du phénomène des milices à Kinshasa et dans les provinces, la circulation banalisée des armes blanches et les enlèvements des personnes dans les taxis, les bus et les motos, ainsi que l'aggravation de la situation sécuritaire. À l'issue de la session, le CNSA a formulé quelques recommandations aux autorités, dont au président Félix Tshisekedi, à qui il a été demandé d'initier des consultations avec les leaders politiques et d'opinion pour consolider la paix, l'unité et la cohésion nationale. Et c'est tout pour cette partie.